Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, faites-moi signe par messagerie. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble un nouveau cours. On reste toujours dans le groupe et la famille, bon, je ne vais pas dire la famille, bon, la grande famille des alcaloïdes. Et aujourd'hui, nous allons voir et nous allons parler des alcaloïdes isoquinoléiques. Donc, juste une petite remarque, s'il vous plaît. S'il y aura une coupure de sang, faites-moi signe par message. D'accord? Alors, sans plus tarder, alors nous allons commencer. Excusez-moi, parce que je suis en train de mettre en fonction les différents paramètres. Alors, nous allons donner des généralités sur les alcaloïdes isoquinoléiques et par la suite, nous allons voir et nous allons parler d'une espèce. Il s'agit du Papaver somniferum qui contient et qui renferme des substances actives appartenant à ce grand groupe d'alcaloïdes. Donc, les alcaloïdes isoquinoléiques sont issus du métabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine. Vous savez que n'importe quelle substance active possède bien sûr des précurseurs ou bien, c'est-à-dire on souhaiterait bien connaître son origine. Et donc, d'où proviennent ces alcaloïdes isoquinoléiques? Ils sont issus du métabolisme, je dis bien, de la phénylalanine et de la tyrosine. Mais vous devez savoir que la phénylalanine et la tyrosine ne vont pas donner uniquement ces alcaloïdes isoquinoléiques. Ils sont aussi responsables de la formation d'autres composés.
Ça d'une part. Et d'autre part, vous devez savoir que ces alcaloïdes isoquinoléiques ont comme motif structural de base l'isoquinoléine que vous voyez ici au milieu, c'est-à-dire c'est la formule qui comporte un noyau phénanthrénique. Je ne vais pas encore reprendre tous ces détails. Et qui est le plus souvent, c'est-à-dire l'isoquinoléine, est souvent sous forme tétrahydrogénée, c'est-à-dire c'est le 1, 2, 3, 4, tétrahydroquinoléine, pardon. Donc, je reprends. D'où proviennent ces alcaloïdes isoquinoléiques? Ils dérivent du métabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine. Je dis bien du métabolisme. On verra ça, on expliquera ça par la suite. D'accord? Alors, on va commencer par donner des généralités. Donc, comme c'est un très vaste groupe qui renferme plusieurs composés, et donc nous distinguons principalement 5 groupes d'alcaloïdes, à part bien sûr isoquinoléiques, et ce en fonction de la nature ou ou des précurseurs qui réagissent avec l'acide aminé aromatique pour former la structure finale. On va juste parler de ça dans le slide qui va venir juste après, d'accord? Donc, gardez en tête que les alcaloïdes isoquinoléiques dérivent du métabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine et sont principalement classés en 5 groupes principaux. Il y a tétrahydroisoquinoléine simple, benzyl tétrahydroisoquinoléine, phényléthylisoquinoléine et alcaloïdes des amyloïdacées, ainsi que les alcaloïdes isoquinoléino-monoterpéniques. Bon, ne paniquez pas, on va expliquer tout ça. Bon, on reprend. On a dit les alcaloïdes isoquinoléiques dérivent du métabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine. Bien sûr, ils diffèrent entre eux par la nature du radical R. Ces composés-là vont subir une décarboxylation pour donner de la phényléthylamine ou bien de la tyramine. Donc, on parle d'arylalkylamine en C6C2, C5C6, C2, pardon. Et donc, ces produits de décarboxylation qui vont, eux, agir, bien sûr, avec différentes parties. On verra par la suite avec quoi ils vont agir et seront responsables de la formation, ici en bas, des 5 principaux groupes d'alcaloïdes. D'accord? Donc, le plus souvent, c'est-à-dire ce produit de décarboxylation, on va commencer de gauche à droite. Donc, ce produit de décarboxylation, le plus souvent, va agir avec une deuxième molécule d'acide aminé sous sa forme, le plus souvent désaminée. Donc, c'est-à-dire si elle est désaminée, donc beaucoup plus, on va parler soit des alcaloïdes ou bien de ses équivalents. Donc, généralement, c'est des alpha-acétoacides. D'accord? Donc, ce produit de décarboxylation, comme on a dit, ils sont issus du métabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine. Ce n'est pas la phénylalanine et la tyrosine qui va donner directement ces alcaloïdes-là, mais issus de leur métabolisme. Ça, c'est à forme simplifiée, bien sûr. Donc, nous avons ce produit de décarboxylation qui va agir avec différentes molécules et on a dit le plus souvent avec des alpha-cétoacides. Donc, juste à titre informatif, les cétoacides, c'est quoi? C'est des acides organiques qui portent une fonction acide carboxylique et une fonction cétone. D'accord? Bon, ça, c'est juste pour une information. Hein. Bien sûr, il existe des exceptions, bien sûr, où ils peuvent agir avec une unité isoprénique, par exemple, on le verra par la suite. Alors, commençons par ce premier groupe, qui est le groupe des tétrahydroisoquinoléines simples. Donc, dans ce cas-là, le produit de décarboxylation va agir soit avec l'acide pyruvique ou le cyne, pour donner bien sûr des produits en 1-alkyl tétrahydroisoquinoléine, ou bien il va agir avec le formaldéhyde pour donner directement des tétrahydroisoquinoléines simples. D'accord? Et là, ce que vous voyez en structure, c'est généralement les squelettes de base des différentes structures appartenant à ces différents groupes. Pour le deuxième groupe, qui est le groupe benzyl tétrahydroisoquinoléine, donc vous devez savoir que ce groupe est caractérisé par quoi? Par un enchaînement C6, C2, N, C2, C6. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cet enchaînement, il y aura un composé à 6 atomes de carbone qui sera lié à un autre à 2 atomes de carbone, N, 2 atomes de carbone et 6. D'accord? Donc, dans ce cas-là,
Ce produit de décarboxylation va agir avec quoi? Il va agir avec de la tyrosine. Et donc, pour former ce groupe-là, le groupe des benzyl tétrahydroisoquinoléine, alors vous devez savoir que c'est ce groupe-là, sur le plan numérique, c'est le groupe le plus important. Il renferme à peu près 2500 espèces, d'accord? Et sa variété structurale et sa richesse, bien sûr, en potentialité pharmacologique. Et c'est ce groupe-là, c'est-à-dire, on va voir aujourd'hui dans ce cours-là des composés qui appartiennent beaucoup plus à ce groupe, qui est le groupe benzyl tétrahydroisoquinoléine, bien sûr, ainsi que d'autres exemples, hein. Le troisième, c'est le phénéthylisoquinoléine. Alors, dans ce groupe-là, donc il est caractérisé par quoi? Il y aura une deuxième molécule d'acide aminé aromatique qui vient se lier, c'est-à-dire à ce produit de décarboxylation, mais sous sa forme acide phénylpropanoïque. C'est le cas de l'acide cinnamique, par exemple. Et donc, on aura un enchaînement C6, C2, N, C3, C6. Pour le quatrième groupe, donc ce quatrième groupe, c'est le groupe des alcaloïdes des amarylidacées, comme son nom l'indique. Donc, on les retrouve beaucoup plus chez la famille des amarylidacées. Et ici, c'est que ce produit de décarboxylation va agir avec un autre acide aminé, mais cette fois-ci, l'acide aminé a perdu un atome de carbone. Et dans le cinquième groupe, qu'est-ce qui le caractérise? C'est que ce produit de décarboxylation n'a pas agi avec un acide aminé, mais il a agi avec une unité monoterpénique. Par exemple, prenons l'exemple du sécologanoside. Et donc, pour former en finale une structure, c'est-à-dire C6C2, N et C10, comme vous le voyez dans ce squelette-là. D'accord, j'espère que c'était clair. Juste, je reprends rapidement, je ne vais pas encore détailler. C'est que les alcaloïdes isoquinoléiques sont issus du métabolisme de quoi? De la phénylalanine et de la tyrosine. Ces produits-là vont subir, c'est quoi? Une décarboxylation pour donner un intermédiaire qui va agir avec différentes formes de composés. Le plus souvent, c'est des acides aminés, des aminés, ou bien carrément avec des acides aminés, ou bien avec des acides phénylpropanoïques, le cas de l'acide cinnamique, ou bien avec des acides qui ont perdu un atome de carbone, ou bien carrément avec des unités monoterpéniques, et pour donner en général 5 principaux groupes. Ce sont tétrahydroisoquinoléine, benzyl tétrahydroisoquinoléine, phénéthylisoquinoléine, les alcaloïdes des amarylidacées et les alcaloïdes isoquinoléino-monoterpéniques. Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas eu de réponse. Alors, je passe au slide suivant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'accord? Où est-ce qu'on retrouve dans la nature ces différents composés? On les retrouve, c'est-à-dire un peu partout. Donc, par exemple, pour les tétrahydroisoquinoléines, cette partie, vous l'avez sur votre polycope, donc je ne vais pas encore rentrer dans le détail. Juste, je vais parler du groupe des benzyl tétrahydroisoquinoléiques, et c'est-à-dire de l'espèce dont on va parler aujourd'hui, c'est le Papaver somniferum, qui appartient à la famille des Papaveracées. Et comme groupe de composés, c'est le type morphine, qui est le groupe le plus important dans cette famille. Alors, on va passer au pavot, comme je l'ai dit juste avant. Donc, qu'est-ce qui caractérise cette espèce? Donc, c'est une plante annuelle. Vous voyez, elle est belle, hein? Alors, c'est une plante annuelle qui possède une tige d'environ 1 mètre à 1 mètre et demi. Ces feuilles sont souvent vert glauque. Qu'est-ce que ça veut dire vert glauque? C'est un vert qui va vers le gris. D'accord? Autre chose, excusez-moi, je dois admettre vos camarades à chaque fois. Donc, les fleurs, qu'est-ce qui caractérise aussi cette plante? C'est que les fleurs sont terminales et solitaires de couleurs variables. Blanc, rouge ou bien violet ou bien d'autres couleurs. D'accord? Le fruit, c'est quoi? C'est une capsule ovoïde ou bien sphérique, comme vous voyez dans l'image, de dimensions variables et qui renferme de très nombreuses petites graines. Mais après incision de toutes les parties,
mis à part les graines, il y aura un latex, comme vous le voyez ici, un latex qui va s'écouler. C'est un latex au début de couleur blanchâtre. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est-à-dire ce qui caractérise cette plante. Donc, c'est une plante qui possède des feuilles qui sont vert glauque, c'est-à-dire qui vont des feuilles grisâtres. C'est caractérisé par des fleurs de couleur variable. Le fruit, c'est une capsule et les différentes parties de cette plante, mis à part les graines, laissent s'écouler un latex qui est au début de couleur blanchâtre. Alors, cette plante, selon bien sûr plusieurs auteurs et ouvrages, etc., donc, possède plusieurs variétés. Donc, mais ces variétés-là, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs et de nombreuses variétés, ainsi que différentes races, qui se différencient entre elles par soit la couleur des fleurs, comme vous le voyez, soit par les grains, c'est-à-dire leur forme et couleur, etc., la forme et la dimension des capsules aussi, ainsi que la pilosité des feuilles. Donc, il y a 4 principaux critères qui nous permettent de distinguer différentes variétés de papaver somniferum. Il y a un tableau récapitulatif, vous l'avez sur votre polycope. Je ne vais pas le reprendre un par un, je vais juste donner un exemple. Par exemple, nous avons le papaver somniferum de la variété blanche, le pavot blanc, d'accord, qui est originaire d'Inde, de Turquie et d'Iran, qui possède des fleurs blanchâtres, donc album c'est relatif au blanc, et dont la capsule elle est ovoïde, ainsi que les graines sont de couleur blanc jaunâtre. Vous voyez? Alors, il y a des différences sur le plan original, sur le plan de l'origine, pardon, en fonction de la couleur des fleurs, en fonction de la forme des différentes capsules, ainsi que la couleur des graines. On va passer maintenant, c'est bon, on a décrit la plante, on a dit de quoi il s'agit, de la feuille, des fleurs, ainsi que les graines, les fruits, le fruit, etc. Donc là, on va passer aux différentes drogues. D'habitude, quand on parle de plante, on dit la drogue, c'est-à-dire quelle est la partie de la plante qui sera utilisée. Mais pour le pavot, ici, nous allons retrouver plusieurs parties qui seront utilisées, bien qui étaient aussi utilisées en thérapeutique. Donc, il y a les feuilles, il y a les capsules, il y a les graines, d'accord? Donc, je vais, sans plus tarder, commencer et parler tout d'abord, on va parler des capsules, c'est-à-dire ces capsules, comme on l'a vu pour tout à l'heure, on a vu que ces capsules-là sont de forme et de dimension variables. Elles sont déhiscentes ou non déhiscentes. Déhiscentes, ça veut dire elles s'ouvrent ou elles ne s'ouvrent pas selon les variétés. Pour ce qui est des graines, elles sont utilisées généralement comme source d'une huile qui est riche en acides gras insaturés, d'accord? C'est l'huile de hêtre, qui généralement est utilisée pour l'obtention de l'huile de hêtre. Et elles sont aussi de couleur variable selon les variétés. Autre chose, là, nous allons, et vous devez juste savoir, pardon, pour les graines sont dépourvues d'alcaloïdes, d'accord? Elles sont dépourvues en alcaloïdes. Je l'ai dit et je le répète. Pour ce qui est de l'opium, donc opium, c'est selon les éditions des pharmacopées. Donc là, on peut avoir soit on parle d'opium brut ou bien d'opium de l'Inde, c'est-à-dire l'opium brut, généralement on trouve ce terme-là au niveau de la 10e édition de la pharmacopée française. Et l'opium de l'Inde, on le retrouve cette définition dans la 9e édition de la pharmacopée française. Et donc, j'ai souhaité vous donner les deux. Alors, l'opium brut, c'est le latex, comme vous voyez ici sur cette image, recueilli après incision des capsules qui sont encore vertes de papaver somniferum et soumis ensuite, bien sûr, à une dessiccation plus ou moins poussée. Je dis bien qu'il correspond au latex qui s'écoule à partir des capsules qui sont encore vertes, qui ne sont pas encore, en quelque sorte, matures. D'accord? Et ce papaver-là, généralement, il contient au minimum 10% de morphine. Là, je ne veux pas trop parler des principes actifs tant qu'on n'a pas encore développé cette partie, mais on reviendra sur ce point-là. On ferme de la morphine et de la codéine. Et il y a aussi la paille de pavot, et ça, on va parler d'elle tout à l'heure. Bon, pour ce qui est de l'opium de l'Inde, c'est le latex épaissi obtenu par incision des capsules de diverses variétés de papaver somniferum. D'accord? Pour l'opium de l'Inde, il n'y a pas la précision des capsules encore vertes.
On passe maintenant à la production. Donc, c'est bon, on a parlé de la plante. Alors, cette plante papaver somniférante qui était utilisée depuis l'Antiquité, généralement pour ses propriétés thérapeutiques, elle était utilisée principalement vu sa contenance et sa richesse en morphine. D'accord? Vous connaissez la morphine, principalement pour son activité analgésique. On reviendra sur ce point-là après. Donc, on a décrit tout d'abord la plante. Ensuite, on a parlé des différentes drogues, c'est-à-dire les parties qui sont utilisées ou étaient utilisées en thérapeutique, les feuilles, les capsules, les graines qui sont dépourvues en alcaloïdes, ainsi que l'opium. Et l'opium, bien sûr, en fonction, c'est-à-dire selon les éditions de la pharmacopée. Donc, en soi, on va parler de l'opium brut ou bien l'opium de l'Inde. Et le terme le plus courant aussi, c'est la paille de pavot. Et là, quand on va développer cette partie-là de la production, comment on va produire l'opium, on va expliquer encore plus en détail qu'est-ce que la paille de pavot. Alors, pour ce qui est de la production, généralement, la culture comme ça libre, vous savez, normalement, elle est illicite. Donc, la culture, comment va se faire? Cette culture d'opium de pavot, pardon, va se faire soit en climat chaud, d'accord, soit en climat tempéré froid. On a deux types de production et de culture. Donc, et bien sûr, pour chacune d'elles, chacune de ces cultures-là, elle possède bien sûr ses réglementations et ses conditions culturelles. Mais comme c'est trop détaillé, là, je vous ai donné juste un aperçu en résumé. D'accord? Donc, pour ce qui est de la source de production de l'opium par culture en climat chaud, elle se fait à partir de plantes de culture de papaver somniferum de la variété album. Je dis bien la variété album. C'est elle qui est utilisée pour la culture, c'est-à-dire en culture en climat tempéré chaud pour l'obtention de l'opium. Et bien sûr, il y a certaines réglementations. C'est la production, vous savez que la production licite de l'opium est strictement réglementée et prise en charge par les Nations Unies, par l'intermédiaire de l'organe international de contrôle des stupéfiants, etc. Parmi les conditions culturelles, bien sûr, certaines conditions sont nécessaires pour des rendements en alcaloïdes convenables. Ça, on a parlé lors de la première séance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a certaines conditions culturelles, etc. Et certaines, c'est-à-dire méthodes qui sont utilisées pour améliorer le rendement en principe actif. C'est le cas qui est utilisé ici, d'accord? Donc, le sol de préférence est un sol qui est sablonneux, convenablement irrigué. Et généralement, cette culture en climat chaud se fait à une altitude qui varie de 300 à 1700 mètres. Et bien sûr, il y a d'autres conditions, c'est pas que ça, hein. Le latex est ensuite desséché, certes, il va s'écouler, c'est un latex blanc, etc. Mais il sera rapidement desséché à l'air libre et au soleil pour obtenir un produit de consistance molle et de couleur brun noir, noirâtre. On le verra juste après. D'accord? Donc, on passe maintenant et on va parler du deuxième type de culture. Ça, c'était la culture en climat tempéré chaud, d'accord? Donc, la source principale de culture en climat chaud, c'est le papaver de la variété album, d'accord? Et là, on va parler de la culture en climat tempéré froid. Alors, l'amélioration, vous devez savoir que l'amélioration des pavots et la mise au point des procédés d'extraction en particulier permettent beaucoup plus actuellement de produire la majeure partie des alcaloïdes utilisés en thérapeutique à partir de la paille de pavot. Donc, la paille de pavot, ce terme-là, on le retrouve généralement quand on parle de culture en climat tempéré froid. Donc, pour la culture en climat tempéré froid, vous devez noter qu'il existe deux possibilités de récolte. Soit la récolte, c'est-à-dire c'est bon, on a cultivé, mais on va passer à la récolte. Donc c'est bon, notre pavot est cultivé à climat tempéré froid, etc. dans certaines cultures. Soit en premier lieu, nous allons récolter à maturité complète, et lorsque les feuilles sont desséchées et les graines seront riches en huile, et on obtient alors la paille de pavot. Donc la paille de pavot est obtenue généralement à maturité complète de la plante lorsque les feuilles seront desséchées et les graines seront riches en huile. Donc la paille de pavot, dans ce cas-là, elle sera récupérée. Et c'est suite à une culture en climat tempéré froid. Soit la récolte en verre, c'est-à-dire 3 semaines environ après la floraison. Donc, on n'est pas passé jusqu'à maturité complète, mais c'est juste 3 semaines environ après floraison. Et on va parler de pavot vert qui sera riche en alcaloïdes, mais doit être déshydraté rapidement, bien sûr, parce que le pavot vert,
correspond au tiers supérieur de la plante avant maturité de la capsule. Donc, je vais reprendre les deux types de culture rapidement. Alors, on a parlé de la production. On a dit que généralement, la production de l'opium, elle est réglementée et généralement, on va procéder à une culture. Donc, soit qu'on va procéder à une culture en climat tempéré froid ou bien en climat tempéré chaud. En climat tempéré chaud, on a dit que la culture va se faire à partir du papaver somniferum de la variété album. Et la culture en climat tempéré froid, dans ce cas-là, on va parler de paille de pavot ou bien de pavot vert. Alors, la paille de pavot, lorsqu'elle est obtenue généralement, lorsque la plante a atteint la maturité complète et les grains seront riches en huile. Par contre, pour avoir le pavot vert, on va procéder à une récolte 3 semaines après floraison. D'accord? Et juste, on va récupérer le tiers supérieur de la plante. D'accord? Et ce pavot vert est riche en alcaloïdes. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, si on voudrait obtenir, c'est-à-dire une quantité ou bien une teneur assez importante en alcaloïdes, de préférence, on va procéder à ce type de récolte, d'accord, pour avoir le pavot vert. Mais si on voudrait récupérer de l'huile, logiquement, c'est-à-dire on va procéder à une récolte après une maturité complète. J'espère que c'était clair. Bien sûr, vous devez savoir que les principaux pays producteurs de paille de pavot, c'est l'Australie, l'Espagne, la France et la Turquie, ainsi que d'autres pays. Et bien sûr, il y a certaines conditions de culture, un sol qui doit être bien préparé, convenablement fumé, etc. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? C'est bon? Il y a une reprise de connexion. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi signe, s'il vous plaît, pour qu'on continue. Très bien. Merci. Alors, on est juste une petite récapitulation. Donc, on parle du pavot, le papaver somniferum, qui est censé renfermer bien sûr plusieurs constituants. On les verra par la suite, et principalement des constituants qui appartiennent aux alcaloïdes isoquinoléiques dont fait l'objet notre cours aujourd'hui. On a parlé de la plante. Qu'est-ce qui caractérise la plante? C'est bien des feuilles glauques, c'est-à-dire des feuilles un peu grisâtres qui possèdent un fruit sous forme de son fruit est sous forme de capsule. Les fleurs sont de couleurs variables. Ensuite, on a parlé des drogues. On a dit qu'il existe plusieurs types de drogues. Les feuilles, les capsules, ainsi que l'opium, c'est-à-dire on a parlé de l'opium en fonction bien sûr des différentes pharmacopées, on a donné les différentes définitions. Et par la suite, on est passé à la culture et on a parlé à la production, c'est-à-dire on est toujours dans la production, et on a parlé de la production, que ce soit en culture, en climat. C'est bon? Vous êtes là? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Bon, excusez-moi, je vous dérange à chaque fois parce que je dois savoir si vous êtes connecté ou pas. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, on continue. Bon, excusez-moi, c'est plus fort que moi, c'est un problème de connexion, ça se coupe à chaque fois, on doit faire avec. On continue. Là, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit texto comme ça, je vais reprendre. D'accord?
Donc, c'est bon, on a parlé de la culture, de la production de ces différents types d'opium, etc. Alors, on a parlé de la paille de pavot et du pavot vert. Donc, juste, je vous pose une simple question suite à mon explication. Alors, la paille de pavot, quand est-ce on la récolte? Et le pavot vert, quand est-ce on le récolte? Lequel des deux on le récolte, c'est-à-dire on va les récolter après maturité complète de la plante? Est-ce que c'est le pavot vert ou bien la paille de pavot? Vous pouvez me répondre par message, s'il vous plaît? Très bien. À maturité complète. Très bien. Alors, donc juste ça, c'est un petit tableau récapitulatif. Vous ne l'avez pas normalement sur votre polycope. Alors, le pavot, la paille de pavot, qu'est-ce qu'elle a comme avantage? C'est que on va récupérer des graines, récupération des graines qui seront riches en huile et qui ne nécessitent pas de séchage. Mais malheureusement, comme inconvénient, sa teneur est faible en alcaloïdes, contrairement au pavot vert, d'accord, qui possède, qui est plus riche. Qui est plus riche et son rendement est plus important en alcaloïdes, mais malheureusement, on ne peut pas avoir des graines parce que la maturité des capsules n'est pas complète. Et parmi les inconvénients aussi, c'est qu'on doit procéder à un séchage qui est vraiment rapide et qui est obligatoire pour qu'il n'y ait pas altération de ces substances actives. Très bien. Merci d'avoir répondu à ma question. Donc, on continue. Ça, on a terminé avec la production, c'est-à-dire la partie de culture. Et là, on va passer aux principaux caractères de cette plante. Donc, comme on a l'habitude de faire, on va donner des caractères macroscopiques ainsi que les caractères microscopiques. Normalement, vous les avez en détail sur votre polycope. Donc, je vais donner un aperçu rapide. C'est que en ce qui concerne les caractères macroscopiques, je ne sais pas si c'est clair sur ces figures, ça correspond à des masses qui sont brun-noir. Certes, le latex va s'écouler, c'est-à-dire ça, on va parler des caractères de l'opium, hein, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. Hein. Donc, il se présente généralement sous forme de masse brune, brun noirâtre. La taille, elle est variable, mais bien sûr, quand il s'écoule de couleur blanchâtre, mais par la suite, il va noircir, d'accord? L'odeur est généralement terreuse et la saveur, elle est acrée amère. Bon, comme je le dis et je le répète à chaque fois, ne vous amusez pas à tout sentir et à tout goûter, d'accord? Pour les caractères microscopiques, vous les avez sur votre polycope. Je ne vais pas les reprendre. Et on va passer à la partie la plus importante qui est la composition chimique. Donc, on va commencer tout d'abord et on va parler de la composition chimique de l'opium. Bien sûr, il y a en ce qui concerne l'opium, il y a des constituants banaux. Je dis banaux, ça veut dire que ça fera pas l'objet de notre cours aujourd'hui, ainsi que des constituants actifs et les principes actifs. Donc, pour ce qui est des constituants banaux, il y a l'eau, il y a des matières minérales, des sucres, des acides organiques, ainsi que l'acide méconique. Bon, pourquoi j'ai précisé, et bien sûr acide lactique, etc. Pourquoi j'ai parlé beaucoup plus de l'acide méconique? Parce que il y a environ plus de 5% d'acide méconique, mais c'est l'acide hydroxy, comme vous voyez sur cette structure, c'est l'acide hydroxygamma-pyrrone dicarboxylique. Et cet acide-là n'existe que chez un nombre très limité de pavots et peut être utilisé comme marqueur d'identité. Donc, rappelez-vous bien de ce point-là, de l'acide méconique. On le verra par la suite quand on va parler des essais. D'accord? C'est que la présence de cet acide méconique, c'est qu'il n'est pas, il est présent chez un nombre très limité de pavots, d'accord? Et on pourrait l'utiliser comme marqueur d'identité. Là, on va passer et on va parler des principes actifs de l'opium. Alors, d'habitude, quand on parle de principes actifs, quand on a parlé lors des cours précédents, là, on va donner le principe actif de la plante. Par exemple, c'est un hétéroside, il y a une structure et un squelette bien précis, etc. Par contre, dans le cas de l'opium, comme vous le voyez ici, tellement qu'il y a plusieurs constituants actifs, et donc, ce sont des alcaloïdes, tout d'abord, dont la teneur varie de 10 à 20%, d'accord, les principes actifs de l'opium, et sont classés en 4 principaux groupes, d'accord, les principes de l'opium. Le premier, c'est le groupe à noyau morphinane, qui contient la morphine, la codéine et la thébaïne. Bon,
Là, je fais une petite pause. Là, sûrement, vous êtes en train de vous poser la question, bon, c'est trop, est-ce qu'on va apprendre tout ça, ne pas apprendre tout ça? Ne vous inquiétez pas, suivez avec moi, je vais tout expliquer et on aura le temps par la suite de dire ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus. D'accord? Donc, ce sont des alcaloïdes dont la teneur varie de 10 à 20 et ils sont classés en 4 groupes principaux. Tout d'abord, pour les principes de l'opium, alors il y a le groupe à noyau morphinane qui renferme la morphine, codéine et thébaïne. Vous connaissez la morphine, codéine normalement et thébaïne, vous avez entendu parler de ça. Le groupe à noyau benzyltétrahydroisoquinoléine, vous vous rappelez de ce nom-là? Le groupe à noyau phtalyltétrahydroisoquinoléine, le groupe à noyau isoquinoléine ouvert, ainsi que d'autres alcaloïdes qui ne sont pas assez importants. Mais le groupe majoritaire et le plus important, c'est le premier groupe. On va commencer tout d'abord et on va parler du groupe à noyau morphinane. Suivez avec moi petit à petit, je vais essayer de ne pas aller trop vite et d'expliquer l'essentiel. D'accord? Donc, ce groupe-là, le groupe à noyau morphinane, c'est-à-dire, vous allez voir dans d'autres séances d'autres types. D'accord? Aujourd'hui, dans ce cours-là, on va parler beaucoup plus des alcaloïdes isoquinoléines type morphinane, beaucoup plus. Hein. Donc, les alcaloïdes de ce groupe sont caractérisés par quoi? Par un noyau isoquinoléique hydrogéné. Vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure le noyau isoquinoléique, mais ce groupe-là, ce groupe à noyau morphinane, sont caractérisés tous par la présence d'un noyau isoquinoléique hydrogéné, et donc ils renferment la morphine, comme je l'ai dit, la codéine et thébaïne, d'accord? Et c'est l'alcaloïde pour ce qui est de la morphine. La morphine, voilà sa structure. C'est l'alcaloïde majoritaire du groupe morphinane et le plus abondant dans l'opium, qui représente environ 10 à 12 d'accord? Et la morphine, comme vous voyez, est une amine tertiaire qui possède quoi? Qui possède, comme on a dit que ce sont des alcaloïdes isoquinoliques hydrogénés. Donc la morphine possède, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par la présence en position 3 d'une fonction phénolique, la présence d'un pan oxydique et une fonction alcool secondaire. Je reprends, alors c'est cette structure-là que vous avez sur votre polycope, d'accord? Donc caractérisée par la présence d'une fonction en position phénolique en position 3, un hydroxyle en position 6 et un pan oxydique. C'est ce qui caractérise la structure de la morphine. Et bien sûr, elle possède 5 centres symétriques. Là, je ne vais pas vous embourrer le crâne avec ça. On va passer à la codéine. Alors, qu'est-ce qui caractérise la codéine? La codéine, c'est l'éther méthylique de la morphine en C3. C'est la même structure. Le pan, c'est le pan oxydique, d'accord? Vous le voyez ici, d'accord? Alors, pour ce qui est de, excusez-moi, je reprends. Bon, il y a une d'entre vous m'a posé une question. Peut-être qu'elle n'a pas bien saisi ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce qui caractérise la morphine? J'ai dit, ce qui la caractérise, c'est la présence d'une fonction phénolique en position 3, la présence du pan oxydique, ainsi que la présence d'une fonction alcool secondaire en position 6. D'accord? Et pourquoi j'ai parlé des 5 centres là qui sont mentionnés en rouge, ces 5 centres asymétriques, parce que c'est seul l'élanciomère naturel qui est l'évogire qui est actif. D'accord? J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, nous allons passer, on a parlé de la morphine, là, on va parler de la codéine. Alors, codéine, vous devez garder en tête la structure de la morphine, mais qu'est-ce qui la diffère de la morphine? C'est l'éther méthylique en C3, d'accord? C'est la codéine, c'est l'éther méthylique de la morphine en C3. Sa teneur varie à peu près de 2,5 à 5 Pour ce qui est de la thébaïne, alors la thébaïne, c'est l'éther méthylique de la forme énolique de la codéinone. Bon, on a parlé de la codéine, vous voyez, d'accord? La codéine, la fonction, il y a une fonction alcool en position 6, mais ça, j'ai repris juste cette partie, donc c'est la codéinone. Donc, pour ce qui est de la thébaïne, c'est l'éther méthylique de cette forme-là du codéinone, d'accord? Ça, c'est les 3 principaux composés
importants qui appartiennent au groupe à noyau morphinane et qui fait l'objet des principes actifs de l'opium. Ça va? J'espère que c'était clair. Donc, on va continuer et on va parler du deuxième groupe. C'est le groupe à noyau benzyl tétrahydroisoquinoléine. Donc, dans ce groupe-là, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend essentiellement la papavérine, dont la teneur à peu près elle est de 0,5 à 1%, et bien sûr qui est accompagnée d'alcaloïdes voisins mineurs comme la laudanine et l'audanosine. Donc, le premier groupe, groupe à noyau morphinane, il comprend morphine, codéine et thébaïne. Le deuxième groupe, à noyau benzyl tétrahydroisoquinoléine. Là, je vous ai mis le squelette dont qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, comprend essentiellement la papavérine. Et pour ce qui est du troisième groupe, c'est le groupe à noyau phtalyle tétrahydroisoquinoléine. Il contient la noscapine, d'accord, qui est le chef de file de ce groupe, bien sûr, mais il y a la narcéine, narcotyline, etc. La noscapine. Donc, pour le deuxième groupe, on se réfère à la papavérine. Et pour le troisième groupe, phtalyle et tétrahydroisoquinine, on se réfère à l'anascopine. Donc, jusqu'à présent, on a vu trois groupes. Le premier groupe à noyau morphinane, qui contient morphine, codéine, thébaïne. Deuxième groupe, c'est quoi? C'est benzyl tétrahydroisoquinoléine. On se réfère beaucoup plus à la papavérine. Le troisième groupe, c'est quoi? C'est à noyau phtalyle tétrahydroisoquinoléine, beaucoup plus, c'est l'anoscapine. D'accord? Et pour le quatrième groupe, c'est le groupe à noyau isoquinoléine ouvert, comme vous le voyez ici, et c'est le groupe de la protopine. D'accord? Donc, ainsi que la présence d'autres alcaloïdes. Mais vous devez savoir que ce groupe à noyau isoquinoléine ouvert, c'est que ces alcaloïdes ne sont pas spécifiques et ils sont retrouvés chez d'autres papaveracées ainsi que d'autres familles. D'accord? Ils ne sont pas spécifiques au papaver somniferum. Alors ça, c'est ce qui a concerné et des principes actifs de l'opium. Donc on a dit qu'ils appartiennent à 4 principaux groupes. Alors le premier groupe, c'est le groupe de quoi? C'est le groupe à noyau morphinane qui est caractérisé par quoi? Il y a la présence de morphine qui est l'alcaloïde majoritaire. On a dit que ça a la présence d'une fonction phénol en position 6, d'une fonction alcool secondaire en position 3 et la présence du pont oxydique. Pour la codéine, sa structure, c'est la même, mais ce qui la diffère, c'est l'éther méthylique de la morphine en C3. Et pour la thébaïne, c'est l'éther méthylique de la forme énolique de la codéinone. Alors, on a parlé de ce groupe morphinane. Groupe à noyau benzyl tétrahydroisoquinoléine, on se réfère à quoi? À la papavérine. Le troisième, phtalyle tétrahydroisoquinoléine, c'est noscapine. Et le quatrième, à noyau isoquinoléine ouvert. Et on a dit qu'ils ne sont pas spécifiques du papaver somniferum, c'est la protopine. J'espère que c'était clair. Alors, ça c'est, on a parlé de la composition chimique de l'opium. Voilà, c'est le récapitule de tout ce qu'on a vu et de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Le premier groupe, le deuxième groupe, c'est le papavérine, troisième groupe, noscapine et quatrième groupe, protopine. J'espère que c'était clair. On continue. Donc, la composition des autres drogues, bien sûr, là, on a tout ça, c'était la composition de l'opium. C'est ce qui nous intéresse beaucoup plus parce que ça fait l'objet de notre cours, on parle des alcaloïdes. Et pour les autres parties de la plante, c'est-à-dire ils renferment certes des alcaloïdes, mais en teneur variable. Voilà. Par exemple, les capsules, c'est de 0,2 à 0,3, les feuilles 0,05 à 0, et la paille de pavot 0,3%. Bon, ces valeurs-là, ce n'est pas à prendre, bien sûr, c'est juste pour vous informer. Mais vous devez savoir que les graines ne renferment pas d'alcaloïdes, mais c'est-à-dire le pourcentage en huile varie de 40 à 45%. J'espère que c'était clair en ce qui concerne la composition chimique de l'opium ainsi que les différentes drogues. Donc, les alcaloïdes sont présents, gardez juste en tête que les alcaloïdes sont présents dans toutes les parties c'est-à-dire dans des différentes drogues, mis à part les graines qui ne contiennent pas d'alcaloïdes, mais qui sont riches en huile. On passe maintenant aux propriétés physico-chimiques. Bien sûr, on a dit qu'on doit connaître les propriétés physico-chimiques des différents composés pour qu'on puisse les extraire et qu'on puisse les caractériser par la suite et les utiliser en thérapeutique. Donc, juste, je vais parler de la fonction phénol.
La fonction phénol en position 3 lui confère à la morphine, je vais commencer à parler de la morphine, donc la fonction en position phénol en position 3 lui confère une solubilité très particulière par rapport aux autres composés. C'est qu'ils seront solubles dans les solutions d'hydroxyde alcalin, d'accord. Mais vous devez savoir que la morphine est peu soluble dans l'eau, mais presque insoluble dans le benzène et l'éther, d'accord. Donc on ne pourrait pas utiliser le benzène ou l'éther parce qu'elle est presque insoluble dans ces solvants-là, d'accord. Et autre chose, c'est qu'elle possède une solubilité dans les solutions d'hydroxyde alcalin. Et cette propriété, bien sûr, est mise à profit pour son extraction, possède des propriétés réductrices vis-à-vis du nitrate d'argent. Et autre propriété, c'est qu'elle se colore en bleu-vert par le chlorure ferrique. Et donc, cette propriété-là, donc, elle se colore, la morphine se colore en bleu-vert par le chlorure ferrique. Pour la codéine, vous voyez, il n'y a pas de fonction phénol en position 3, donc la fonction phénol, il n'y a pas de fonction libre et donc ne possède pas des propriétés réductrices. Donc la morphine possède des propriétés réductrices dues à la fonction phénol en position 3. Par contre, la codéine ne possède pas de propriétés réductrices. L'anoscapine est une base qui est très faible, d'accord. Là, je passe parce que l'explication, vous l'avez sur votre polycope. Bon, c'est bon, on a donné un petit aperçu sur tout. Vous arrivez à me suivre, c'est bon? La connexion s'est coupée. La partie propriété physico-chimique, est-ce que vous l'avez suivie jusqu'à la fin? C'est bon, très bien. Donc, on a parlé des propriétés physico-chimiques, beaucoup plus de la morphine et de la codéine. Alors là, je vous pose une question. Quel est le composé qui possède des propriétés réductrices? Est-ce que c'est la morphine ou la codéine? Très bien. Donc, c'est la morphine parce qu'elle possède une fonction phénolique 3 qui est libre, contrairement à la codéine. Et on a dit qu'on doit connaître bien sûr ces différentes propriétés physico-chimiques pour qu'on puisse extraire ces alcaloïdes. Alors, pour ce qui est de l'extraction des alcaloïdes, donc on distingue principalement deux méthodes classiques d'extraction selon la matière première qui est utilisée, bien sûr. Soit on va procéder à l'extraction des alcaloïdes de l'opium, ou bien on va procéder à l'extraction des alcaloïdes de la paille de pavot. Là, si je vous dis paille de pavot, c'est bon. Ça vous revient en mémoire. Il s'agit de quoi et on l'a obtenu à quel stade? Au stade maturité ou bien avant? Je ne vais pas vous donner la réponse. C'est à vous de la trouver. Elle est simple. Donc, on va commencer. Vous êtes là? Alors, je reprends. J'ai dit qu'il y a deux, ça dépend la nature bien sûr de la matière première. On a dit qu'il y a soit la méthode d'extraction des alcaloïdes de l'opium, ou bien pas, soit l'extraction des alcaloïdes de la paille de pavot. On va commencer par, on va parler, excusez-moi, je dois vérifier toujours vos réponses. Très bien, je vous remercie. Ah, excusez-moi, il y a une qui me pose une question et qui me dit, il s'agit de quoi? Bon, mademoiselle, bon, je ne vais pas citer les noms. Alors, il s'agit de quoi là? On a parlé de la paille de pavot, c'est au début du cours, et on a dit qu'elle est obtenue à maturité complète
de la plante et qui est riche en huile. Donc, pour l'extraction des alcaloïdes de l'opium, alors la première méthode, c'est la méthode de Robertson-Gregory et c'est une extraction à l'eau suivie d'une défécation par le chlorure de calcium et suite à une cristallisation, comme vous voyez ici. Donc, nous avons tout d'abord notre produit, matière première. On va procéder à une macération dans l'eau tiède. On va filtrer, suivez ce qui est en rouge, hein. Donc, on va obtenir une solution de sel d'alcaloïde. On va procéder à une défécation, c'est-à-dire en quelque sorte à une purification. On va obtenir une solution de chlorhydrate d'alcaloïde. Ensuite, on va procéder à une cristallisation et dans ce cas-là, on aura un précipité qui correspond au nom de sel de Grégory qui sera riche en chlorhydrate de morphine et de codéine. Et bien sûr, par la suite, on va procéder à d'autres filtrations et l'utilisation d'autres solutions et d'autres solvants pour séparer les différents composés, comme vous le voyez ici, avoir la morphine base ainsi que la codéine. J'ai eu une réponse. Donc, le pavot vert à maturité, le pavot, le pavot vert, c'est 3 semaines après floraison. Et la paille de pavot à maturité. C'est oui ou non? Je vous pose la question. Alors, j'attends une réponse. Le pavot vert, c'est à quel stade? À maturité complète? Ou bien c'est la paille de pavot qui est à maturité complète? C'est juste pour voir si vous êtes en train de suivre. Alors, c'est pas tout à fait la capsule, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'opium, c'est-à-dire c'est le latex qui s'écoule de cette capsule-là. D'accord? C'est le latex qui s'écoule, bien sûr, il subit plusieurs traitements, etc. OK? Très bien. Paille de pavot à maturité complète. Voilà. On continue, s'il vous plaît. On ne va pas trop s'attarder. La connexion risque de se couper encore une autre fois. Alors n'hésitez pas, je le dis et je le répète, je ne peux pas répondre à toutes les questions, malheureusement par faute de temps. N'hésitez surtout pas à me transmettre tous vos soucis, toutes vos questions par l'un de vos représentants qui me les transférera par mail et je vous répondrai. On continue en ce qui concerne l'extraction de l'opium. Donc, on a dit c'est par la méthode de Robertson-Gregory. Pour le deuxième type d'extraction, bien sûr, on a dit que ces types d'extraction diffèrent en fonction de la nature de la matière première. Pour le deuxième type d'extraction, c'est l'extraction des alcaloïdes, des capsules et de la paille de pavot. Et donc, c'est la méthode de Cabeil. En résumé, c'est-à-dire la drogue sera mise à macérer dans une solution aqueuse qui est légèrement alcaline et cette solution est épuisée par un alcool non miscible bien sûr à l'eau et on procédera à l'addition d'ammoniac voilà, qui va précipiter la morphine. Mais actuellement, bien sûr, il y a d'autres procédés hein, qui utilisent des résines échangeuses d'ions, des précipitations sélectives, ainsi que d'autres méthodes industrielles, bien sûr. Ça, c'est ce qui a concerné les propriétés physico-chimiques et ainsi que l'extraction des différents principes actifs. On passe maintenant, bien sûr, après avoir extrait une substance ou bien les substances actives, on doit parler des essais. Bien sûr, tout d'abord, il y a les essais botaniques, physico-chimiques, et si ça nécessite, les essais physiologiques. Pour ce qui est des essais botaniques où on va vérifier les caractères macro et microscopiques de la drogue dont on va utiliser en thérapeutique. Et pour les essais physico-chimiques, bien sûr, ça, on l'a vu en TP, c'est juste pour vous rappeler, il y a des essais qualitatifs ainsi que des essais quantitatifs. Les qualitatifs, c'est juste présence ou absence. On va utiliser soit des réactions colorées ou bien des méthodes chromatographiques ou bien c'est-à-dire quantitatif où on va procéder carrément au dosage des différents alcaloïdes. Donc, on va commencer par parler des essais qualitatifs. Donc, la caractérisation de l'opium se fait comment? Donc, c'est des essais qualitatifs qui vont nous permettre de caractériser l'opium.
c'est par l'acide méconique, la présence d'acide méconique, d'accord, où on va obtenir un extrait à queue acide qui sera traité par le FeCl3 et on aura une coloration rouge. La morphine, par contre, c'est pour caractériser la morphine, on va utiliser la réaction de Marquis. Alors, cette réaction où il y aura un réactif sulfoformolé qui sera additionné à un résidu d'extraction d'alcaloïde base et qui nous donnera une coloration rouge, d'accord? Donc, pour caractériser l'opium, c'est l'acide grâce à l'acide méconique. Pour caractériser la morphine, on peut se référer à la réaction de Marquis. Bien sûr, ça, je vous donne des exemples, hein, il n'y a pas que ça. La caractérisation de la porphyroxine, d'accord, va donner, c'est-à-dire suite à cette réaction, on obtiendra aussi une coloration qui est rouge intense. Ça, c'est les essais qualitatifs ou bien par CCM. Pour les essais quantitatifs, c'est le dosage de la morphine. Le dosage de la morphine, soit par une méthode qui se trouve dans la pharmacopée française 9e édition, bien les autres éditions. Vous l'avez normalement en schéma sur votre polycope, ou bien l'utilisation d'autres méthodes colorimétriques, spectrophotométriques, l'HPLC, ou bien par CPG. Alors, ici, je vous dis CPG après silylation. Silylation, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. C'est juste pour vous rappeler, c'est l'introduction d'un groupe silyle, d'accord, généralement substitué dans une molécule. Là, c'est ce qui a concerné en général les essais physico-chimiques. Donc, on a dit que suite à l'extraction et l'obtention de nos substances actives, on doit bien sûr procéder à des essais physico-chimiques, des essais botaniques afin de s'assurer de la teneur ainsi de la présence ou l'absence de nos substances actives dans la drogue pour les utiliser en thérapeutique. Et bien sûr, pour les utiliser en thérapeutique, on doit tout d'abord connaître ses propriétés pharmacologiques. Donc, bien sûr, il y a des propriétés pharmacologiques qui sont relatives à la drogue entière, la drogue totale, c'est-à-dire l'opium, là je précise, je parle que de l'opium, ou bien aux différents constituants actifs séparément, c'est-à-dire la morphine, la codéine, la scapine, etc. On verra un par un. Donc, l'opium en général, c'est quoi? C'est quoi ses propriétés? Qu'est-ce qu'il a, pardon, comme propriété? C'est un hypnoanalgésique, c'est-à-dire quoi? Il élève le seuil de perception de la douleur et un antispasmodique, cette propriété, il possède aussi des propriétés antitussives, antidiarrhéiques, ainsi des propriétés euphorisantes. Ça, c'est en général, hein, c'est l'action ou bien les propriétés de l'opium en général. Pour ce qui est de l'action des alcaloïdes purs, on verra un alcaloïde chacun séparément. On va commencer tout d'abord par l'action et les propriétés de la morphine. Donc, pardon, excusez-moi. Pardon. Donc, la morphine possède deux types d'effets. Des effets centraux ainsi que des effets périphériques. Et je pense, vous connaissez, vous avez vu dans d'autres modules, qu'est-ce qu'un effet central d'une substance active et qu'est-ce qu'un effet périphérique. Je ne vais pas revenir sur cette définition, mais juste, je vais vous donner l'essentiel. Donc, en ce qui concerne la morphine, qu'est-ce qu'elle a comme effet? Parmi les effets centraux, c'est qu'elle va agir au niveau du système nerveux central. Comment? Donc, la morphine agit en se fixant avec une grande affinité sur des récepteurs spécifiques qui sont présents à différents niveaux du système nerveux. D'accord? Et donc, généralement, vous savez, il y a des terminaisons neuronales présynaptiques, postsynaptiques et un neuromédiateur, ainsi que des récepteurs au niveau desquels va se fixer ce neuromédiateur. Ça, c'est en général. Et juste après, on va voir où est-ce qu'elle va agir et comment va agir la morphine. Donc, on distingue classiquement des effets, je l'ai dit, centraux et périphériques. Donc, parmi les effets centraux, c'est que soit relatif au cerveau, cervelet ou bien au niveau de la colonne vertébrale. Donc, parmi les effets centraux, c'est l'action analgésique. D'accord? Donc, pour ce qui est de l'action analgésique, la morphine, qu'est-ce qu'elle va faire? On a dit qu'elle va élever, c'est comme le cas de l'opium en général. Donc, la morphine va élever le seuil de perception de la douleur, ce qui va entraîner une certaine indifférence à l'égard de celle-ci. Et parallèlement, va se développer une sédation, souvent accompagnée d'euphorie, puis une somnolence. Bon,
Ça, je vais essayer de l'expliquer en général sur ce schéma. Donc, il y a dans le cas normal, hein, on n'a pas de morphine. Donc, prenez le cas côté droit, par exemple. Ça, c'est juste à titre schématique. Il y a des neurotransmetteurs de la douleur qui vont venir se fixer sur des récepteurs de neurones postsynaptiques. Et c'est bon, la douleur, elle est là. Le message douloureux, il est là. C'est bon. Alors, va venir la morphine. La morphine, elle possède au niveau de des neurones postsynaptiques, il y a aussi des récepteurs des opiacés où va venir se fixer la morphine. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura une action inhibitrice intense de la douleur. J'espère que c'était clair. Ça, c'est pour l'action analgésique. C'est suite aux effets centraux et l'action au niveau du système central de la morphine. Ça, c'est le premier effet, c'est l'effet analgésique. Le deuxième effet, c'est l'effet respiratoire. Donc, l'effet respiratoire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la morphine présente une action dépressive des centres bulbaires respiratoires, c'est-à-dire il y aura une bradypnée. Qu'est-ce que ça veut dire bradypnée? Bradypnée, c'est relatif à quoi? Brady, ça veut dire ralenti, pnée, ventilation. Mais au repos, bien sûr, hein, au repos. La respiration, elle est normale. Mais si la dose sera élevée, il y aura une bradypnée importante et bien sûr un rythme irrégulier. C'est bon. On a dit que on est toujours dans les propriétés pharmacologiques des alcaloïdes purs et plus précisément, on parle de la morphine. On a dit qu'elle possède des effets centraux et périphériques. Parmi les effets centraux, on a parlé de l'effet analgésique et là, on a parlé des effets respiratoires. Et ici, on va donner un autre effet qui est excitant, son action et son effet excitant à faible dose et dépresseur à dose plus forte. Et prenons l'exemple de l'effet antitussif, un effet antitussif puissant, ainsi que elle aura une action aussi sur le centre de vomissement. Donc, son action au niveau du centre de vomissement, qu'est-ce qu'elle va faire au niveau du centre de vomissement? C'est que la morphine va agir. Donc, à faible dose, on aura, excusez-moi pour le mot, on aura des vomissements. Et par contre, à forte dose, qu'est-ce qu'on va avoir? Elle aura une action anti-émétique, d'accord? C'est raison pour laquelle on dit excitant à faible dose et dépresseur à dose plus forte. Là, c'est bon, on a parlé des effets centraux. Donc, principalement, on a parlé des effets analgésiques. Et là, on va passer des effets périphériques, d'accord? Des effets périphériques, il y a des effets digestifs ainsi qu'une action au niveau cardiaque. Donc, pour l'action des alcaloïdes, excusez-moi, je dois aller un peu plus vite. Apparemment, le temps s'est écoulé. Malheureusement, on n'a pas commencé tôt. Alors, il y a l'action aussi de la codéine, de la papavérine, ainsi que de la noscapine. Là, je vais juste vous expliquer la partie la plus importante, qui est la relation structure-activité. Donc, la relation structure-activité, c'est quoi? C'est que normalement, vous l'avez en explication sur votre polycope. D'accord? Donc, vous avez l'estérification. Ça s'est coupé, pardon, je reprends. Donc, l'étérification de l'hydroxyle en C3 diminue l'activité analgésique. D'accord? Donc, autre chose, c'est que l'inversion de la configuration au niveau en position 9, en position 13, fait disparaître l'activité. L'alcool en position 6 et l'insaturation en 7-8 ne sont pas strictement indispensables. D'accord? Donc, le 3 est important. La position 9 et 13 sont importants. Par contre, l'alcool en position, l'insaturation 6 et 7-8 ne sont pas strictement indispensables. Et l'introduction d'un hydroxyle en position 14 augmente l'activité, bien sûr, analgésique et la substitution sur l'azote est déterminante aussi. Et le remplacement de ce méthyle-là par des petits radicaux alkyles va transformer la molécule en antagoniste pur ou bien partiel de la morphine. Est-ce que vous êtes là?
Bon, je vais juste récapituler rapidement. Excusez-moi, là, il me demande d'arrêter parce qu'il y a une autre séance qui va commencer, faute de temps. Je vais récapituler ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il y aura, là, suivez avec moi, la position 3. Donc, l'estérification ou bien l'éthérification en cette position va diminuer l'effet analgésique. D'accord? Donc, plus cette fonction-là est libre, plus l'effet analgésique est important. L'inversion de la configuration en 9 et en 13 fait disparaître l'activité. En ce qui concerne l'alcool en 6 ou bien l'insaturation en 7-8, elles ne sont pas strictement indispensables et l'introduction en position 14 d'un hydroxyle va augmenter l'activité analgésique. Donc, si on voudrait avoir une meilleure activité analgésique, on va introduire un hydroxyle en position 14. Par contre, la substitution sur l'azote, elle est aussi déterminante et le remplacement du méthyle par des petits radicaux alkyles transforme la molécule en antagoniste pur ou bien partiel de la morphine. D'accord? Juste garder en tête que la fonction, pour avoir un effet analgésique assez important, la fonction en position 3 doit être libre. Et en ce qui concerne la position 6 et bien sûr la position 7-8, elles ne sont pas assez importantes pour l'activité. J'espère que c'était clair pour la demoiselle qui m'a demandé de... Excusez-moi, il me demande de libérer la salle. Bon, je vais essayer de récapituler, pardon. Le plus important, ça c'est ce qui a concerné la relation structure-activité. Pardon. On va passer à la dernière partie qui concerne l'emploi de ces différentes drogues. Alors, l'emploi de la capsule, donc les capsules généralement sont utilisées, ils étaient utilisés, hein, ça c'est pour en ce qui concerne ce qui est traditionnel, donc étaient utilisés en décocté pour leurs propriétés analgésiques et constituent avec la racine de guimauve des espèces calmantes. Les feuilles étaient aussi utilisées en usage externe pour leurs propriétés, ainsi que la paille de pavot ou bien le pavot vert qui étaient utilisés et sont utilisés pour l'extraction des alcaloïdes. Vous voyez, on essaye de faire un peu vite, mais malheureusement, à chaque fois, il y a des coupures, coupures de connexion. J'espère que vous êtes là. Donc, pour ce qui est de l'opium, on a dit que ces préparations, bien sûr, et le concentré sont classés comme stupéfiants. Bon, pour ce qui est de la morphine, donc elle est utilisée que ce soit par voie parentérale, par voie orale ou bien par voie péridurale. Bien sûr, elle possède aussi des contre-indications, comme ces contre-indications ne figurent pas sur votre polycope, d'accord? Comme insuffisance respiratoire, syndrome abdominal, etc. La codéine aussi, elle est utilisée comme analgésique des affections douloureuses. Et nous avons ici quelques exemples et possède, comme toute substance active, des contre-indications, elle aussi. Et pour la nescapine, généralement, elle est utilisée pour le traitement de la toux non productive. La papavérine, utilisée comme spasmolytique, et la thébaïne est une matière première pour la synthèse de la codéine ainsi que d'autres molécules agonistes ou antagonistes de la morphine. Bien sûr, à côté de ces alcaloïdes naturels, existent des alcaloïdes hémisynthétiques. Donc, cette partie-là, vous ne l'avez pas sur votre polycope. C'est juste pour vous donner des exemples et vous dire qu'il existe des alcaloïdes d'hémisynthèse. Ces alcaloïdes d'hémisynthèse
Donc, nous avons ici des exemples comme un analgésique agoniste, c'est la dihydrocodéine. Un analgésique antagoniste, c'est la buprénorphine. Vous avez aussi des alcaloïdes, bon, toujours dans les alcaloïdes hémisynthétiques et synthétiques, folcodine, naloxone, apomorphine, etc. Juste, vous devez savoir que l'héroïne, d'accord, sa mise sur le marché et son emploi sont interdits. Bien sûr, comme toute substance active, elle peut guérir comme elle peut mener jusqu'à des cas de toxicité. Et donc, vous devez savoir que elle peut causer des cas d'intoxication aiguë, d'accord, qui peut aller jusqu'à la mort par dépression respiratoire, ainsi que des intoxications chroniques, d'accord, qui sont caractérisées par une intolérance et une dépendance. Donc, avant de conclure, juste je récapitule rapidement. Donc, nous avons parlé des alcaloïdes isoquinoléiques en général. On a dit qu'ils sont classés en 5 principaux groupes. On a vu en bref aperçu leur biogenèse, c'est-à-dire on a dit qu'ils proviennent du métabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine, qui vont donner un produit de décarboxylation qui va agir avec différents composés. Donc, pour donner ces différents groupes, d'accord. On a dit qu'elle va donner différents groupes et par la suite, on a parlé du pavot, on a parlé de la plante et on l'a décrit. On a dit qu'elle diffère par ses fleurs et la partie qui sera utilisée, les différentes drogues. Il y a des feuilles, les capsules, les graines ainsi que l'opium. On a parlé de la production qui se fait soit en climat chaud ou bien en climat froid et ainsi que la composition chimique de l'opium. Ainsi, on a dit parmi les principes actifs de cet opium, il y a 4 groupes. Groupe à noyau morphinal qui renferme morphine, codéine et thébaïne. Le deuxième groupe, c'est le groupe à noyau benzyltétrahydroisoquinoléique qui renferme principalement la papavérine. Le troisième groupe, phtalyltétrahydroisoquinoléique qui renferme essentiellement la noscapine. Et le quatrième qui a un noyau isoquinoléine ouvert qui renferme principalement la protopine ainsi que d'autres alcaloïdes. Et on a parlé des principales propriétés physico-chimiques de la morphine ainsi que la codéine et d'autres. Donc, on a dit que la morphine est réductrice, possède une fonction réductrice, contrairement à la codéine. Et pour ce qui est de l'extraction, on a dit en fonction de la nature de la matière première, on va noter différents types d'extraction. Parmi l'opium, il y a 2 types. Il y a l'extraction par la méthode de Robertson ou bien par la méthode de Cabeil. Par la suite, on est passé aux différents essais botaniques et physico-chimiques pour caractériser ces différentes substances et on a parlé des propriétés de la plante entière, de la drogue entière et on a parlé des propriétés des différentes composées. Pour la morphine, on a dit qu'elle a une action sur le système nerveux central ainsi que des actions périphériques. Ainsi, pour l'activité des autres principes actifs, vous les avez sur votre polycope. En ce qui concerne la relation structure-activité, donc c'est la fonction en position 3 qui doit être libre. Si elle sera éthérifiée ou estérifiée, donc il y aura une diminution de l'activité analgésique. La position 9 et 13, s'il y aura inversion, donc il y aura diminution de l'activité. Si on voudrait avoir une meilleure activité, donc il y aura un hydroxyle qui va venir s'installer en position 14. Et on a dit que la fonction 6 et 7, 8, elle n'est pas assez importante pour l'activité. Et ensuite, on a terminé par les différents emplois de ces substances. Donc, pour conclure, vous devez savoir que l'origine du trafic se situe au niveau, bien sûr, de la culture, non contrôlée ou bien illicite du pavot, bien sûr, et l'opium ainsi produit et consommé localement ou bien dans des pays voisins. La morphine extraite n'est qu'un produit intermédiaire dans la fabrication de l'héroïne, d'accord. Donc, sa production, elle est vraiment illicite. Son utilisation illicite, elle obéit à une certaine réglementation. D'accord. Donc, je vous remercie et j'espère que c'était clair. Juste, l'un d'entre vous me fait juste un petit coucou comme ça ou bien un petit message oui pour que je sache que vous êtes là. Voilà, je vous remercie. Bon, ça c'était mon dernier cours avec vous. Il y aura d'autres cours avec mes collègues. Je vous souhaite bon courage pour vos examens et vous, si vous aurez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer par mail. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.